Il y a un peu moins de 2,5 millions d'années, au début de l'époque du Pléistocène en Afrique de l'Est, un groupe de singes bipèdes a évolué et a rapidement commencé à utiliser des outils de pierre rudimentaires. Ils ne le savaient même pas, mais ils constituaient la première espèce d'un nouveau genre qui allait un jour transformer le monde de manière méconnaissable. Il s'agissait d'Homo habilis, la toute première espèce d'humain véritable sous le nom de genre Homo, dont le nom binomial complet se traduit par homme habile. Pendant près d'1 million d'années, ces singes ont vécu dans des colonies sociales à travers les plaines et les savanes d'Afrique orientale et australe. Ils furent nos premiers ancêtres humains. La vie n'était cependant pas facile pour eux. Les plaines de l'Afrique préhistorique étaient sauvages, pleines de dangers, et la vie était souvent courte et périlleuse. Homo habilis a néanmoins persisté, et un groupe d'individus s'est finalement séparé de l'espèce, franchissant une étape supplémentaire sur le chemin qui mène jusqu'à nous aujourd'hui. Si vous deviez prendre un individu Homo habilis 2,5 millions d'années dans le futur jusqu'à nos jours, le mettre dans un costume et le promener dans la rue, il attirerait certainement quelques regards. On ne pourrait peut-être pas en dire autant de certaines espèces humaines ultérieures, mais Homo habilis était très clairement la première étape de la lignée humaine, un véritable prototype sur le chemin qui conduirait un jour à Homo sapiens, Homo neanderthalensis et Homo denisova, les 3 espèces humaines qui ont composé l'âge glaciaire du Pléistocène tardif. Homo habilis vivait beaucoup plus tôt, et son espèce était encore endémique aux plaines et savanes d'Afrique. Un mâle adulte d'Homo habilis pouvait atteindre environ 1,50 m de hauteur, soit moins que la taille moyenne de l'homme moderne. Ils étaient très probablement très velus, car le genre de singe qui les avait précédés, Australopithecus, ressemblait beaucoup plus à la forme classique du singe qu'à ce que nous considérons comme un humain moderne. Il existait de nombreuses caractéristiques faciales communes entre les deux créatures. Les bras de ces premiers humains étaient encore longs et bien adaptés pour grimper et se balancer dans les arbres afin d'échapper au danger. Bien que ces singes eurent quitté la sécurité des arbres pour les récompenses des prairies abondantes, ils étaient encore menacés par de nombreuses espèces d'animaux sauvages et devaient rester prudents. Par conséquent, une fuite rapide vers les branches était souvent nécessaire. Homo habilis passait probablement la grande majorité de son temps à marcher debout et était même capable de courir rapidement pendant des périodes beaucoup plus longues que ses prédécesseurs. Il est probable que les jambes d'Homo habilis étaient donc beaucoup plus longues que celles de toute espèce de singe antérieure, et les groupes de cette espèce parcouraient probablement de relativement longues distances à travers les savanes africaines, à la recherche de nourriture ou de nouveaux territoires à revendiquer. C'est finalement le visage d'Homo habilis qui aurait distingué un individu dans une rue moderne. Il aurait encore possédé de nombreuses caractéristiques humaines primitives qui n'avaient pas encore évolué pour ressembler aux nôtres. La capacité crânienne d'Homo habilis était inférieure à la moitié de celle des humains modernes, ce qui se traduisait par un front beaucoup plus étroit, des yeux placés plus haut et une partie arrière du crâne plus petite et plus simienne. Le nez était beaucoup plus plat que celui d'un humain moderne, et les narines étaient grandes et orientées vers l'avant. La bouche d'Homo habilis était également plus proéminente, trahissant évidemment son ascendance simienne. Dans l'ensemble, il s'agissait d'une espèce de singe très différente de celle qui avait existé auparavant. Mais le chemin pour arriver à ce stade n'avait pas été facile. Comme nous l'avons mentionné précédemment, Homo habilis, la première espèce du genre Homo, a évolué à partir d'un genre de singe bipède marchant debout nommé Australopithecus, ou singe du Sud en français. Australopithecus accentuait les caractéristiques simiennes proéminentes chez Homo habilis, notamment au niveau du visage. Il était probablement encore plus velu, sa bouche était encore plus proéminente, la boîte crânienne était encore plus petite, et il était très adapté à la vie dans les arbres. Australopithecus fut le premier singe à marcher debout pendant de longues périodes, et en évoluant vers Homo habilis et ses descendants futurs, il se concentrerait de plus en plus sur l'abandon des arbres, s'adaptant entièrement à la vie au sol. Les candidats les plus probables pour l'espèce d'Australopithecus qui a conduit à Homo habilis incluent le célèbre Australopithecus afarensis ou le moins connu Australopithecus sediba, qui a commencé à disparaître il y a un peu moins de 3 millions d'années,
lorsqu'une branche de l'une de ces espèces a commencé à mener à notre Homo habilis. Les scientifiques ont découvert qu'il est extrêmement difficile de déterminer exactement quand le genre Australopithecus a donné naissance au genre Homo. Avant la découverte d'Homo habilis en 1964 par Louis Leakey, Philip Tobias et John Napier, on supposait qu'Homo erectus, une espèce ultérieure, était l'étape suivante. Cela semblait être un grand saut car erectus représentait un changement beaucoup plus évident directement à partir des genres Australopithecus. Il est donc devenu évident qu'une autre pièce du puzzle avait été complétée. Mais qu'est-ce qui a poussé l'une des espèces d'Australopithecus à évoluer en Homo habilis? Cette question a fait l'objet de débats au fil des années depuis la découverte d'Homo habilis, mais cela pourrait avoir un rapport avec les sources de nourriture ou les environnements dans lesquels les singes vivaient. Peut-être que les arbres dont Australopithecus et ses ancêtres dépendaient sont devenus plus rares, les obligeant à descendre des arbres et à s'adapter davantage à la marche debout. Peut-être que certaines espèces se sont adaptées pour se nourrir d'aliments différents. De nombreuses espèces de singes bipèdes primitifs avaient des régimes omnivores adaptés à la consommation de matières végétales et de viande, qui pouvaient être plus facilement disponibles au sol. Bien que Homo habilis ait été officiellement annoncé et décrit comme une nouvelle espèce en 1964, les premières preuves de son existence ont été découvertes dans les gorges d'Olduvai, un site paléo-archéologique important en Tanzanie, lorsque 2 dents fossilisées ont été mises au jour lors de fouilles dirigées par Mary et Louis Leakey de Grande-Bretagne. Ces dents provenaient d'un singe adulte étrangement similaire à un être humain moderne. Au fil du temps, les gorges d'Olduvai se sont révélées de plus en plus fructueuses comme lieu de découverte de fossiles de cette nouvelle espèce. L'année suivante, un squelette partiel a été découvert dans les gorges, appartenant à un jeune mâle Homo habilis, et à partir de là, les expéditions fructueuses sont devenues courantes. Aujourd'hui, nous avons une bonne compréhension de l'anatomie d'Homo habilis, que nous avons réussi à discerner à partir d'un certain nombre de fossiles différents. Ceci inclut des dents, des crânes entiers, des mâchoires inférieures, des os de jambes inférieures, des os du pied et plusieurs squelettes partiellement complets. Les os d'Homo habilis nous en disent énormément sur la façon dont ces créatures ont pu vivre, s'adapter et interagir avec leur environnement dynamique du Pléistocène. Les os de la main nous indiquent que ces singes auraient pu fermer une prise de précision autour d'un objet. Cela était dû à des développements dans le cerveau qui ont permis à ces créatures de développer la capacité de produire des outils de pierre rudimentaires. C'est la longueur des jambes et des bras, lorsqu'on les compare l'un à l'autre, qui nous indique que, bien qu'il s'agisse d'une créature qui pouvait facilement marcher debout, elle était encore à l'aise dans la sécurité des arbres. Combiné avec la forme de leur mâchoire et de leur crâne, cela nous indique qu'ils étaient plus étroitement liés aux australopithèques que nous ne le pensions au départ. Les dents en particulier ont montré des preuves de créatures qui étaient bien en voie d'évoluer vers des animaux qui nous ressemblaient. Leurs dents ressemblaient beaucoup aux nôtres, à l'exception des incisives. Celles-ci étaient encore relativement longues et pointues, semblables à celles d'un chimpanzé ou d'un gorille. La caractéristique la plus importante était la boîte crânienne d'Homo habilis. À mesure que le cerveau se développait, le crâne également, et les quelques 600 cm3 de cerveau chez ces singes ont fait gonfler le crâne et devenir plus arrondi dans le processus. Le cerveau représentait au total 1,7% du poids corporel d'Homo habilis, une statistique significative par rapport aux singes dont il a évolué. Homo habilis fut une découverte importante. Il s'agissait manifestement d'une créature plus avancée que les singes australopithèques qui l'avaient précédé, mais trop primitive pour être considérée comme membre des espèces ultérieures. Sans surprise, Homo habilis allait devenir une espèce très controversée, et certains scientifiques débattent même de son existence, affirmant qu'il était synonyme d'Homo rudolfensis, une créature avec laquelle il partageait les plaines ouvertes de Tanzanie. Il est important de noter qu'Homo habilis aurait été l'un des premiers utilisateurs d'outils de pierre primitifs dans le genre Homo. Bien que les australopithèques, les espèces plus primitives que nous avons rencontrées plus tôt, utilisaient les outils les plus rudimentaires pour ouvrir des aliments avant l'évolution d'Homo habilis, nos ancêtres Homo ont porté cela à un tout autre niveau qui allait jeter les bases des machines et de l'utilisation d'outils futurs.
Homo habilis est le plus étroitement associé à l'utilisation d'une industrie d'outils en pierre, connue sous le nom d'Oldowayen, un regroupement préhistorique d'outils identifiés par leur nature simple et leurs bords tranchants, qui étaient utilisés pour dépecer et dépecer les animaux ou pour briser leurs carcasses résistantes. Les outils de l'industrie Oldowayen partagent diverses caractéristiques similaires. Ils sont arrondis à une extrémité et aiguisés à l'autre, mais manquent de preuves significatives de conception ou de production. Les outils Oldowayen étaient fabriqués par un individu Homo habilis tenant une pierre dans chaque main et les frappant ensemble pour forcer des éclats de pierre à se détacher de l'outil prévu, l'aiguisant dans le processus. L'industrie d'outils Oldowayen et les noms spécifiques des spécimens d'outils récupérés sont dérivés des gorges d'Olduvai en Tanzanie, un site clé connu pour abriter les restes d'individus Homo habilis. Mary Leakey, une paléoanthropologue britannique accomplie qui a vécu de 1913 à 1996, fut responsable de la découverte et de la dénomination de la région. Certains des outils en pierre récupérés dans les gorges montrent des preuves suffisantes que certains de ces hommes et femmes primitifs savaient ce qu'ils faisaient. Les outils Oldowayen étaient exactement cela, des outils spécifiquement destinés à leur usage prévu, ce qui montre un grand bond en avant dans l'intelligence de ces singes préhistoriques. Les preuves d'écaillage et d'ébréchures sur les pierres dans les gorges d'Olduvai nous permettent de discerner que les Homo habilis qui les ont fabriqués savaient ce qu'ils faisaient avec les outils. Ils étaient mieux formés et plus avancés que l'équipement en pierre rudimentaire fabriqué par les australopithèques qui les avaient précédés. Nous savons, grâce à l'existence de l'outil, que ces individus savaient comment frapper les pierres ensemble aux bons endroits exactement afin de les faire s'écailler en une pointe tranchante. Cela aurait nécessité un degré d'intelligence comparativement élevé. Jusqu'à présent, au moment de leur apparition dans le monde, les Homo habilis étaient les animaux les plus intelligents qui aient jamais évolué. Une nouvelle ère commençait véritablement, non seulement pour le règne animal, mais pour le monde entier. Ce que nous pouvons dire cependant, c'est que très peu de conception créative est entrée dans la construction des outils Oldowayen. Il n'y a aucune preuve qu'avec leurs outils de tranchage et de coupe, Homo habilis ait été capable de construire quelque chose de plus avancé qu'un simple proto-biface, une forme extrêmement primitive de couteau qui évoluerait un jour, avec son créateur, pour se transformer en une pointe mortelle ou un couteau tranchant. Cela nous indique qu'Homo habilis était peu susceptible d'avoir été un chasseur. Nous savons, d'après la structure générale et la constitution du corps et des dents de l'animal, que ces premiers humains complétaient leur régime végétarien par des portions de viande. Mais ils auraient eu très peu de moyens d'en obtenir beaucoup sans l'aide des prédateurs de la région. Il est bien sûr tout à fait possible que des petits animaux malchanceux, ou imprudents, ou des œufs, aient pu être attrapés avec leurs mains préhensiles, équipées de pouces opposables puissants. Mais il manquait de la capacité d'abattre de plus grandes proies, comme les antilopes ou autres ongulés équipés uniquement d'un simple outil de coupe en pierre. Par conséquent, il est raisonnable de supposer que la majorité de la viande dans le régime d'Homo habilis provenait de carcasses qui avaient déjà été abattues par d'autres carnivores. Comme les vautours avec lesquels ils partageaient les plaines du Pléistocène primitif, ils étaient des charognards. Néanmoins, le simple fait que ces outils existent implique qu'Homo habilis avait une certaine compréhension de la mécanique simple d'une manière ou d'une autre. C'est certainement une chose étrange et même inquiétante d'imaginer les grands félins de la savane africaine s'éloignant d'une antilope tombée après avoir mangé à leur faim, seulement pour être prudemment suivis par une famille d'Homo habilis, se faufilant une créature si proche et pourtant si loin sur le chemin d'Homo sapiens, agrippant leurs outils de coupe en pierre et grognant entre eux avec leurs cordes vocales sous-développées. Les mêmes bruits vocaux rudimentaires qui conduiraient un jour à la présentation de cette vidéo. Cependant, il y a autre chose. En 1962, 2 ans avant la découverte d'Homo habilis, un étrange cercle de pierres volcaniques de plus de 4 mètres de long sur 3 mètres de large a été découvert dans les gorges d'Olduvai. Ces pierres étaient fermement plantées dans le sol avec des espaces d'un peu plus d'un demi-mètre et d'environ 30 cm de hauteur. Cela était certainement d'origine humaine. Aucune autre espèce connue de la science à l'époque n'aurait pu assembler une telle structure en espaçant uniformément des pierres particulières.
La théorie de Mary Leakey sur cette structure est qu'une sorte d'hominidé primitif a utilisé ces roches pour soutenir un poteau ou un support quelconque. Peut-être pour créer les abris ou parevents les plus rudimentaires pour protéger les créatures de la pluie battante ou de la chaleur torride des savanes tanzaniennes. Ces pierres constituent la plus ancienne forme d'architecture connue de l'homme et, bien que rudimentaires, ont jeté les bases des puissants gratte-ciel, monuments et autres structures de nos jours. À ce jour, on ne sait pas quelle espèce spécifique d'humain primitif a créé la structure. Mais en raison de l'âge des roches et de l'endroit où elle a été découverte, elle a souvent été associée à Homo habilis. Un autre point important à souligner concernant le mode de vie et le comportement d'Homo habilis est la pratique potentielle de la monogamie. Ils ont peut-être même été la première espèce humaine à le faire. Homo ergaster et Homo erectus, deux espèces qui ont succédé à Homo habilis, sont connues pour s'être accouplées pour la vie ou pour avoir eu un partenaire à la fois, mais on suppose que cette pratique a peut-être commencé avec leur prédécesseur, habilis. La structure communautaire dans laquelle vivait Homo habilis a été précédemment comparée à celle des babouins, où plusieurs mâles coexistent dans un groupe avec plusieurs femelles. Certains de ces groupes pouvaient compter jusqu'à 80 individus à la fois. Les mâles se regroupaient pour défendre la troupe contre les rivaux ou les attaquants, ce qui pouvait impliquer que les individus Homo habilis levaient les bras, jetaient des bâtons ou des pierres et criaient à plusieurs reprises sur les prédateurs ou les rivaux pour les intimider et les effrayer. Si cela ne fonctionnait pas, Homo habilis se retiraient vers la sécurité relative des arbres en utilisant leurs bras encore allongés pour saisir des branches qui seraient autrement difficiles à atteindre. Les savanes ouvertes étaient un habitat nouveau et dangereux pour ces singes, et le danger pouvait se cacher derrière n'importe quel arbre, rocher ou touffe d'herbe. Les savanes d'Afrique, au début du Pléistocène, n'étaient pas trop différentes en termes de paysage et de biome des prairies de Tanzanie aujourd'hui. De hautes herbes de couleur vert jaunâtre se seraient répandues avec succès à travers le paysage ouvert spectaculaire, dérangé seulement par l'étrange groupe d'arbres ou de rochers. Des forêts plus denses auraient existé en bordure de ces puissantes plaines et les rivières auraient encore traversé la terre, fournissant une source d'eau vitale pour ces premiers hommes. Mais au fil du temps, les hominidés devenaient de moins en moins adaptés à une vie dans les arbres. Leur cerveau se développait. Ils apprenaient à marcher et à courir en permanence sur leurs deux pieds. Et ils s'adaptaient aux sources de nourriture qui prospéraient dans les grandes savanes d'Afrique. La nature les forçait vers les plaines, mais ils n'étaient en aucun cas les seules créatures là-bas. En fait, Homo habilis ne serait même pas la seule espèce d'hominidés dans les savanes. 4 autres espèces d'hominidés, dont 3 appartiennent au genre Homo, occuperaient les savanes de Tanzanie en même temps que notre Homo habilis, et ce fut la première fois dans la préhistoire que cela se produisait. Homo ergaster, Homo erectus et Homo rudolfensis seraient non présents tout au long de l'époque d'Habilis, mais ce sont toutes des créatures que nous couvrirons plus en détail sur cette chaîne à l'avenir. Ergaster et Erectus en particulier étaient des espèces qui ont succédé à Habilis sur ces plaines et sont en fait plus étroitement liées à nous que leurs cousins primitifs. Il y avait une autre créature qu'Homo habilis aurait rencontrée dans les plaines, étrangement familière à ses parents Australopithecus, Paranthropus boisei. Parfois, cette créature est même appelée Australopithecus boisei, en raison des similitudes extrêmes entre les genres. Ils habitaient probablement des zones humides boisées ou des forêts plus proches des franges de la savane. Volumineux, velus et bipèdes, comme l'Australopithecus dont Habilis a évolué, il était tout à fait plausible que des groupes de Paranthropus boisés aient pu rencontrer de grandes troupes d'Homo habilis alors qu'ils erraient près des franges des territoires de chacun. Que pensaient-ils lorsqu'ils se rencontraient? Se reconnaissaient-ils comme parents ou se contentaient-ils de se reconnaître et de se glisser dans les bois? Nous ne le saurons peut-être jamais. Alors, où Homo habilis obtenait-il la viande sur laquelle il comptait pour son régime omnivore équilibré? Cette réponse peut être trouvée dans les carcasses d'antilopes et de chevaux similaires aux zèbres et gazelles qui peuplent les plaines en vastes troupeaux aujourd'hui. Ces ongulés de taille moyenne auraient été abattus par de plus grands prédateurs pour que les hominidés et les vautours puissent les charogner plus tard, mais il est possible de supposer que toutes sortes de créatures fournissaient de la viande à ces singes.
tout grand animal qui tombait ou mourait dans la savane aurait pu être prélevé. Peut-être qu'Homo habilis consommait des tortues ou des poissons des rivières quand il pouvait les attraper, ou attrapait de petits rongeurs ou des œufs d'oiseaux du sol ou dans les arbres. Bien qu'Homo habilis faisait les premiers pas vers la conquête des prairies, il n'était en aucun cas au sommet de son écosystème. Les individus qui s'éloignaient trop du groupe les plus jeunes ou les plus âgés et blessés auraient dû être très prudents lorsqu'ils faisaient à peu près n'importe quoi dans la Tanzanie du Pléistocène, car de nombreuses menaces attendèrent de réclamer un hominidé primitif imprudent. Australopithecus en avait fait l'expérience, et Homo habilis aussi. Une prédation active de la part de créatures plus grandes. Les savanes regorgeaient de grands félins carnivores. Les léopards, par exemple, similaires à ceux vivant aujourd'hui, auraient pu grimper aux arbres et attraper un hominine imprudent, ainsi que les traquer au sol en silence. Deux genres éteints de grands félins étaient également présents dans ces plaines. Dinophélis et Megantereon, un duo mortel de chats à dents de sabre. Megantereon en particulier a persisté jusqu'au Pléistocène moyen où il a continué à poser une menace mortelle pour Homo erectus lorsqu'ils ont pris le contrôle des savanes. Ce n'étaient même pas seulement les chats dont Homo habilis devait se méfier. L'Afrique à l'époque était peuplée par un autre prédateur mammalien éteint qui aurait parcouru les plaines en groupe. La hyène chasseuse. Plusieurs espèces du genre Chasma portet étaient présentes en Afrique à l'époque où nos ancêtres faisaient leurs premiers pas debout. Ces hyènes couraient sur de longues pattes élancées similaires à celles des guépards modernes et poursuivaient probablement des proies rapides à travers les prairies. Nos parents auraient été une proie facile alors qu'ils abattaient leur proie avec des dents semblables à des couteaux. Homo habilis n'était même pas en sécurité lorsqu'il devait prendre un verre dans les rivières ou lacs locaux. Les crocodiles étaient abondants dans ces zones, et il suffirait d'un moment d'imprudence pour s'agenouiller et boire pour être saisi par les mâchoires béantes d'un grand reptile carnivore tirant un singe imprudent dans les eaux boueuses. Un fossile d'Homo habilis montre même une attaque de crocodile. La moitié avant du pied avait été consommée ou arrachée par le reptile, ce qui dans les plaines du Pléistocène de Tanzanie aurait été une condamnation à mort pour un Homo habilis. Il est difficile de fournir un raisonnement précis et confiant pour la disparition ultime d'Homo habilis. Il est probable qu'au cours du Pléistocène, de nombreux facteurs aient contribué à la chute de cette espèce primitive, mais une théorie du docteur Pascal Raia de l'Università di Napoli Federico II en Italie pourrait avoir une réponse très crédible. Publiée dans la revue One Earth en 2020, en examinant une forme avancée d'émulateur climatique passé Raia et ses collègues, ont pu suivre les précipitations, la température et le climat général au cours des époques du Pliocène et du Pléistocène. D'après leurs résultats, il semble que les espèces d'Homo ultérieures commençaient à perdre l'accès à leur niche climatique à travers le monde en raison des changements climatiques brusques et rapides à travers le globe. Les environnements dont ces premiers hommes et femmes dépendaient ont commencé à disparaître. Et par conséquent, leurs sources de nourriture aussi. Peut-être la même chose pourrait-elle être dite pour Homo habilis, ou peut-être n'était-ce qu'un facteur parmi une pléthore d'autres. Il est également important de se rappeler qu'Homo habilis coexistait avec 3 autres espèces d'Homo pendant tout le temps qu'il était présent sur Terre. En particulier, Homo ergaster et Homo erectus étaient des plus intelligents que l'habilis comparativement primitif. Peut-être nos singes ont-ils simplement été surpassés par des créatures mieux adaptées à la vie et à la chasse en groupes sociaux à travers les plaines de Tanzanie. Quoi qu'il soit arrivé aux populations d'Homo habilis de Tanzanie au début du Pléistocène, l'héritage du genre Homo ne s'arrête pas là. Ce n'était que le début d'une histoire qui s'étend sur plus d'1 million d'années, une histoire qui culminerait dans ce moment précis. D'autres espèces d'Homo persisteraient, mais c'est Homo habilis qui a jeté les bases pour qu'elles le fassent. Pour vous et moi, ils méritent vraiment leur nom traduit de homme habile. Les débuts primitifs de nos ancêtres ont peut-être été bien loin des complexités et des luxes de nos jours. Mais Homo habilis et l'avènement de son évolution constituaient la créature la plus intelligente que la planète ait connue à ce jour. La notion d'une créature apprenant à changer la forme de son environnement à un tel degré était inouïe dans les archives fossiles avant cela.
S'il s'agissait bien d'Homo habilis, qui a construit l'abri de pierre primitif dans les gorges d'Olduvai il y a plus d'1 million d'années, alors cela révolutionne notre compréhension de ces créatures primitives, de la façon dont elles vivaient et de la façon dont leur esprit fonctionnait. Nous avons un long chemin à parcourir dans notre histoire avant d'atteindre l'évolution d'Homo sapiens. Mais il est important de ne pas sous-estimer l'importance d'Habilis en tant que père fondateur de la mécanique et de la technologie. C'est en partie grâce à ces hominidés primitifs que nous pouvons même regarder cette vidéo aujourd'hui.